Solide, prometteuse et imparfaite malgré tout, voici en quelques mots comment résumer la saison 2024 de Ferrari. Et comme en 2023, cette année sera considérée comme très positive, suscitant l'espoir d'ailleurs des tifosi pour le futur. Mais en rentrant davantage dans les détails, comment juger cette saison 2024 ? Est-ce que comme pour McLaren, on peut parler quand même d'opportunités manquées ? On reviendra également sur l'année du tandem Leclerc-Sainz et enfin, on se demandera en quoi 2025 sera le premier vrai test de Vasseur, à la tête de l'écurie italienne et à la fin officielle de la trêve des confiseurs. Alors Ferrari, c'est donc une seconde place au championnat constructeur avec 652 points inscrits à seulement 14 petits points de McLaren. C'est également 4 pole positions, 22 podiums, soit plus que n'importe quelle écurie, et enfin 5 victoires. Alors après une saison 2023 où l'écurie italienne a été la seule hors Red Bull à remporter un Grand Prix, Ferrari s'est affirmé comme la principale adversaire de la marque de boissons énergisante, ou du moins celle qui en était le moins loin, car il faut rappeler quand même que ce début de saison était dans la continuité de la 2023, avec une RB20 au-dessus du lot. Ce statut assez net en tant que seconde force du plateau s'est traduit par 5 podiums sur les 4 premiers Grands Prix, mais surtout par la capacité de saisir les opportunités. Et le doublé à Melbourne, certes bien aidé par l'abandon de Max Verstappen, en est le symbole le plus éloquent. La marque italienne était reine dans l'acquisition des points intermédiaires. Mais plus globalement, la Scuderia a su retenir la leçon de la saison passée. En effet, la SF23 ainsi que la F1 75, monoplace de 2022, étaient des F1 redoutables dans l'exercice du tour rapide. 19 pole positions entre 2022 et 2023, dont 7 rien que l'année dernière. Et même si elle était performante dans les tracés de vitesse de pointe, elle souffrait dans la dégradation pneumatique. Un talon d'Achille qui impactait le rythme de course, avec seulement 4 victoires entre 2022 et 2023. Le signe d'une Ferrari moins bonne le dimanche. Et même si l'aspect stratégique peut expliquer cela, et il y a de nombreux exemples, il serait bien trop facile de résumer cette statistique simplement à une écurie incapable de gérer un Grand Prix. Il y avait un réel problème de gestion des gommes. Alors partir bien placé, c'est bien. Mais dans une F1 resserrée comme jamais, ce manque de performance sur les longs relais allait finir par être préjudiciable et clairement, résoudre cette faiblesse a été la priorité de l'écurie italienne. Callum Fritz, ingénieur performance pneumatique chez Ferrari, indiquait à ce propos « Je pense que l'objectif de l'équipe était clairement d'améliorer les performances pendant les courses et que le problème a donc été abordé sous plusieurs angles. Du point de vue du développement de la voiture, l'accent a été mis sur la mise en place d'une plateforme cohérente pour les pilotes. Cela signifie que nous avons une voiture plus prévisible, ce qui permet aux pilotes de ne pas trop solliciter les pneus dans différents scénarios de course, tels que le trafic, les changements de vent ou la perte de l'adhérence maximale du pneu au fur et à mesure que le relais se prolonge. Sur la piste, nous avons également travaillé en collaboration avec les pilotes pour élaborer un plan pour chaque course en définissant où et comment nous devons prendre soin des pneus, afin d'atteindre la fin de la course dans le temps le plus rapide possible, sur la base de la stratégie et des exigences spécifiques de chaque circuit. Nous pouvons ensuite suivre ce plan en temps réel pendant la course, et informer les pilotes par radio si nécessaire. Les performances à Suzuka cette saison avec une 3e et 4e place, derrière les intouchables Red Bull, là où sur ce même tracé 6 mois auparavant, les rouges finissaient 4e et 6e, distancés par McLaren et luttant face à Mercedes. Tout cela montre donc les énormes progrès de Ferrari, sachant l'exigence qu'impose le circuit nippon aux pneumatiques. Et d'une certaine manière, à vouloir prioriser le dimanche, l'écurie italienne aura délaissé le samedi. Quasiment 2 fois moins de pole position, 7 contre 4 cette saison, alors ça s'explique par une SF24 beaucoup trop précautionneuse avec ses gommes. On a donc une monoplace qui est trop douce sur les pneus neufs, ce qui la rend moins adaptée à la performance pure, et l'handicape donc en qualification, cette douceur conduisant aussi à une chauffe moins importante des pneus. Et on l'a remarqué notamment dans des conditions fraîches, comme au Canada, et dans une moindre mesure à Las Vegas. En tout cas, trouver l'équilibre entre les qualifications et la course est quelque chose de difficile, mais ce parti pris de l'écurie italienne me semble bien plus efficace. Et l'exemple Red Bull en 2023 l'atteste, avec une monoplace qui était certes performante le samedi, mais l'RB19 faisait surtout la différence en course, dans la gestion des gommes. La Scuderia a donc suivi cette voie et ça paye. Je dirais aussi que ce focus sur le dimanche favorise des décisions stratégiques plus en phase avec ce que la course réclame. En effet, la marque au cheval cabré était davantage sur la défensive, du fait de cette lacune en rythme de course. Et du coup, ça fait de toi une équipe qui doute de ses forces.
et va chercher constamment à réagir pour ne pas subir. Et l'on peut penser au choix des pneus durs en Hongrie 2022, un choix totalement absurde mais qui avec du recul pouvait s'expliquer par des stratèges subissant les faiblesses de leur monoplace, et préférant ne pas être ambitieux avec un choix plus tendre et en assumant de se calquer sur Max Verstappen. Au contraire de cette année où l'on n'a pas vu d'énormes erreurs de la part des stratèges italiens, alors on peut certes penser à Silverstone et le pari des intermédiaires pour Leclerc, le calvaire canadien et enfin Las Vegas où l'équipe n'était pas prête à accueillir Sainz au stand. Mais quand on sait ce que Ferrari a été capable de faire par le passé, on est quand même bien loin du même des clowns italiens cette saison. Alors si la stratégie a été globalement au niveau sur l'ensemble de la saison, il faut malgré tout dire que la Scuderia a connu un énorme creux durant l'été, avec une écurie qui s'est faite dépasser dans la hiérarchie par McLaren mais aussi Mercedes. Le fiasco canadien a parfaitement illustré ce déclin soudain qui s'explique principalement par des évolutions estivales manquées. L'introduction d'un nouveau plancher à Barcelone qui a engendré le retour des rebonds, notamment dans les virages à haute vitesse, et qui a donc provoqué un manque de confiance pour les pilotes. Frédéric Vasseur disait que je pense qu'en matière de développement, et c'est vrai pour tout le monde, nous sommes à la limite avec cette voiture. Lorsque nous essayons d'augmenter l'appui aérodynamique, nous sommes toujours à la limite. Et la limite, ça veut assez souvent dire introduire des rebonds. Parfois vous pouvez le contrôler en soufflerie, parfois non. Et vous arrivez sur la piste et vous découvrez certains problèmes avec l'évolution. Parfois aussi, et c'est vrai depuis 2 ou 3 ans, vous avez besoin d'une ou deux courses pour trouver les réglages qui conviennent à votre mise à jour. Mais vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer d'avancer et de développer. Parce que si vous restez au même point qu'à Bahreïn, vous êtes mort. En effet, comme pour tout F1, avoir de l'appui est quelque chose de primordial. Mais avec ces monoplaces à effet de sol, un excès d'appui peut générer d'énormes problèmes d'équilibre. Et on l'a vu durant cette saison, mais il est difficile d'apporter des évolutions qui marchent rapidement. Quasiment toutes les écuries s'étant cassées les dents dans leurs évolutions, mis à part McLaren. Malgré tout, ce trou d'air pourrait créer un sentiment de regret, du côté des tifosi. Car après Monaco, Charles Leclerc est à seulement 31 points de Max Verstappen, et Ferrari n'avait que 24 unités de retard sur Red Bull. Alors bien sûr que l'on entre dans une réalité alternative. Malgré tout, avec une SF24 constante de bout en bout, et bien peut-être, je dis bien peut-être, on aurait eu un pilote monégasque champion du monde de Formule 1. Alors comme la saison dernière, l'écurie italienne a su trouver les solutions pour se sortir d'une situation très mal engagée. Et le moment de bascule, ça reste quand même Monza, notamment en termes de symboles. Une course qui met en exergue les qualités de la SF24 dans la dégradation des pneus, et une monoplace qui enfin a retrouvé sa boussole. Et s'en est suivi une belle fin de saison, et une équipe qui s'est positionnée en principal rival de McLaren la majeure partie du temps. Mais ça n'aura pas suffi à déloger les Oranges de leur première place au constructeur. Alors concernant les pilotes, on va commencer par celui qui est le mieux classé au championnat pilote, à savoir Charles Leclerc. Et je dirais sans broncher que le Monégasque a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière. 3 victoires, 3 pole positions, 13 podiums et une 3ème place au championnat avec 356 points marqués. Et c'est assez rare pour le souligner, mais c'est la première saison où le numéro 16 n'a pas plus de pôles que de victoires sur une saison. Ça montre à mon sens le fait que la SF24 était, comme je l'ai dit précédemment, une monoplace de course. En tout cas, Leclerc nous aura montré cette saison qu'il est capable d'être métronomique dans le domaine de la régularité tout au long de l'année. Car hormis le Grand Prix du Canada difficile de Ferrari et Silverstone, avec une gestion de la météo assez mauvaise des stratèges, eh bien il a systématiquement terminé ses courses dans le top 5, soit 22 Grands Prix. Et dans une saison avec 4 équipes, et donc en théorie 8 pilotes capables de gagner, il n'était pas évident de réaliser une telle prouesse. L'acquisition des points intermédiaires, un point essentiel de maîtriser quand on souhaite devenir champion du monde, et le numéro 16 aura été roi dans ce secteur. Et pourtant le début de saison avait été plus compliqué, avec une difficulté relative à apprivoiser la SF24, mais surtout un pilote en retrait par rapport à Carlos Sainz. Le Grand Prix d'Australie illustrant parfaitement ce point. Cependant, il aura été capable d'inverser la tendance, et de s'imposer comme le leader de l'écurie italienne face à l'Espagnol. 13-8 en course, 14-9 en qualification, et Charles Leclerc s'est montré impérial après la trêve estivale. C'est simple, c'est celui qui inscrit le plus de points depuis Zandvoort, 4 points de plus que Lando Norris et 19 de plus que Max Verstappen. Alors on a pu reprocher parfois un manque de jeu politique et un côté parfois trop gentil, notamment quand son équipe commettait des erreurs,
mais également au moment de prendre des décisions. Mais ce côté politique passe aussi par un aspect, qui est je dirais fondamental, à savoir la maîtrise des symboles. Un point sur lequel Carlos Sainz a été très bon en 2023 et en début d'année avec le Grand Prix d'Australie. Ainsi pour Leclerc, remporter le Grand Prix de Monaco, après plusieurs années difficiles sur ce tracé, donnant l'impression même d'être maudit, et gagner pour la deuxième fois de sa carrière à Monza, au terme d'une superbe course, notamment dans sa capacité à gérer ses pneumatiques, et ainsi faire fonctionner cette stratégie à arrêt unique, vont conforter son leadership dans la marque au cheval cabré, et bien sûr que le départ prochain de Sainz a renforcé cet aspect. Il sera donc intéressant de voir s'il maintiendra ce niveau en 2025, et comment se passera sa collaboration avec Lewis Hamilton. Carlos Sainz sera fait du Carlos Sainz, c'est-à-dire capable de faire preuve de régularité dans ses performances, de quelques coups d'éclat, mais globalement ça aura été un ton en dessous de Charles Leclerc. Et pourtant le début de saison était très solide, au point même de remettre en cause la décision de Ferrari de le remplacer par Hamilton, puisque sur les 4 premières courses, il devance 3 fois son équipier. Et l'exception s'est produite à Jeddah, Grand Prix auquel Sainz n'avait pas participé du fait d'une appendicite. Mais à partir de Shanghai, il a perdu l'ascendant qu'il avait sur le Monégasque, car après ce Grand Prix de Chine, à seulement 5 reprises, il aura marqué plus de points que le numéro 16 sur un week-end de Grand Prix. 5 fois sur 20. C'est dire l'emprise qu'aura eu Charles Leclerc sur l'Espagnol cette saison, car la régularité était ce qui faisait la force de Sainz. Alors forcément quand ton équipier devient beaucoup plus régulier que toi, et réalise en plus de meilleurs résultats que toi, et bien la différence devient encore plus grande entre les deux pilotes. Et cette saison nous montre en quoi ce jeu politique affiche ses limites. Battu dans la régularité, battu dans la maîtrise des symboles, et battu également dans son désir d'être le leader de l'équipe, Carlos Sainz saura sans doute réaliser à travers cette année qu'il n'avait pas le niveau de ses ambitions. Malgré tout, le natif de Madrid reste solide dans ses résultats, avec 2 victoires, une pole position, 9 podiums, soit 4 de moins que Leclerc, et enfin une 5ème place au championnat avec 290 points, à 66 longueurs de son équipier. Et il a été capable quand même d'effectuer de très belles courses, comme le Grand Prix de Mexico. Donc bien évidemment tout n'est pas à jeter, mais j'ai hâte de voir sa saison 2025 et ce que donnera cette nouvelle aventure chez Williams. Alors cette saison 2024 symbolise aussi l'excellent travail de Frédéric Vasseur à la tête du cheval cabré. Après une saison à prendre ses marques, le Français a poursuivi son travail de sape, à savoir étape par étape, créer les conditions nécessaires afin de faire de la Scuderia une écurie championne. Et peu à peu il a mis sa patte en place, avec un travail invisible ces 2 dernières saisons, qui s'est avéré efficace, avec moins de couacs et d'absurdités stratégiques, une meilleure gestion globale de la course, mais aussi une exigence ainsi qu'une confiance transmise à l'équipe. Le changement d'ingénieur de course de Leclerc en cours de saison symbolise cela. Et je trouve d'ailleurs que cette décision a contribué au fait d'avoir un monégasque plus solide, plus constant, et surtout plus serein durant les Grands Prix. Et ce choix, c'est quasi sûr que Vasseur y a participé. Comme je l'ai dit plus tôt dans ce bilan, les clowns Ferrari semblent quand même bien loin, et ce dans une saison où il y avait quand même de l'enjeu, avec le titre constructeur. Alors on n'est peut-être pas au niveau d'un championnat pilote en termes de pression, mais si l'écurie italienne a globalement été solide, malgré cette perspective, cela traduit une entité qui semble désormais armée afin de batailler pour des titres, et notamment celui pilote. Vasseur a donc bâti une écurie compétitive, et l'exigence qu'a le patron français pour déceler les forces et les faiblesses de son équipe, et savoir quel changement opérer, s'est ressenti cette année, puisqu'en 2023, la Scuderia souffrait en rythme de course. Et bien en 2024, le département technique a su résoudre ce problème. C'est pour cette raison que je suis convaincu que Vasseur et ses équipes se concentreront sur les raisons de cette panne sèche durant l'été. Il est certain que mon travail, si je veux améliorer les performances de l'équipe, est de comprendre où nous avons été les plus faibles. Nous avons eu le Canada avec la fiabilité et l'exécution, puis nous avons eu une mauvaise séquence en Espagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Lors de ces 3 courses, nous avons eu un peu de mal avec l'évolution, mais nous en sommes sortis. Alors en prenant un peu de recul, 2024 aura été la 2e année de la parenthèse enchantée, et comme je l'avais dit lors du bilan de Ferrari en 2023, il y a une sorte d'accord tacite entre l'équipe et ses fervents supporters pour être conciliant envers Vasseur et l'écurie de Formule 1.
En atteste l'absence de pression de la part de l'environnement Ferrari au sujet de la bataille pour le titre constructeur, et le fait aussi que cet échec, même s'il est très relatif, est globalement passé comme une lettre à la poste, alors qu'on sait très bien qu'il y a un hiatus entre Ferrari et le mot concilion, et que cette deuxième place aurait pu engendrer de la dramatisation, il y a encore quelques années. Mais non, tout a été géré de façon rationnelle, ce qui est positif pour le développement de l'équipe et dans sa quête de titres mondiaux. Mais je pense que 2025 sera dans cet aspect l'année tournant. Un tournant du fait de l'arrivée de Lewis Hamilton chez les Rouges, car avec son statut de septuple champion du monde, l'indulgence générale qu'il y avait ces 2 dernières années va céder sa place à une envie de gagner, ou je dirais plutôt à une immense pression pour gagner, vu en plus les énormes progrès de l'écurie italienne depuis 2 saisons. En effet, en recrutant Lewis Hamilton, tu t'interdis l'échec, et ne rien gagner avec le Britannique sera vu comme un échec. C'est pour cette raison que 2025 sera pour moi le premier vrai test de Vasseur, à savoir gérer une pression extérieure qui sera bien plus forte, et un pilote, à savoir Hamilton, qui va surexploser une écurie qu'il est déjà. Le français disait au sujet de cette perception extérieure, je dois dire que je ne ressens pas trop la pression, parce que je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Twitter, je ne regarde pas les informations, je ne regarde pas la course à la télévision, parce que je suis sur le muret des stands. Je ne suis pas trop perméable aux commentaires, mais c'est valable pour moi. La réalité de l'équipe, c'est que 95% des membres regardent la course à la télévision. Cela signifie que lorsque Sky en Italie dit que l'équipe est mauvaise, ou qu'une erreur a été faite, la perception de l'employé de l'équipe le lundi matin est que nous sommes en difficulté. Parfois il ne s'agit que de détails, et c'est là que vous devez chaque jour repousser ce genre d'histoire. Un aspect dont Vasseur est conscient qu'il peut impacter les performances de son équipe, et il a globalement travaillé ces dernières années pour que l'impact soit le moins important possible, et avec réussite. La bonne gestion aussi du tandem Leclerc-Hamilton sera également un indispensable pour renouer avec la gloire. Et si Vasseur a été très rassurant sur ce sujet, il y aura quand même un écart entre la théorie et la réalité. Finalement, 2024 aura été dans la continuité de la saison 2023, avec un Frédéric Vasseur bâtisseur comme jamais, qui résout petit à petit les équations nécessaires pour redonner sa gloire à la marque italienne. Et si Charles Leclerc a impressionné cette saison, et semble en position d'enfin rêver de titre, l'arrivée de Lewis Hamilton pourrait contrecarrer ses plans. Et forcément, 2 pilotes qui ambitionnent d'être champions, eh bien ça engendre des étincelles. Tout ça fait que 2025 sera clairement la fin de la trêve des confiseurs, à la fois en interne, avec 2 pilotes ayant les dents rayant le parquet, mais aussi en externe, avec un environnement qui après 2 saisons positives voudra enfin voir la gagne, vu la dynamique de l'équipe et son duo de pilotes qui sera vu comme le meilleur de la grille. Une pression que Vasseur va devoir maîtriser et même calmer, s'il souhaite que la marque au cheval cabré redevienne l'épicentre de la Formule 1.